Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. À 2 semaines et demie de l'entrée en liste de la Nationale et contre l'Albanie, il est temps de dresser le bilan de la saison 2023-2024 milaniste. Aujourd'hui avec Aristip et Félix, salut à vous. Hello. Salut. Précisons avant toute chose que comme toujours une émission spéciale nationale sera diffusée quelques jours avant l'Euro et que nous suivrons chaque match de l'Italie avec entre autres Gali et Superlio qui reviendront. Venons-en à présent au Milan avec le bilan d'Aristip. Le bilan est plus que mitigé et bonjour à tous et très content d'en faire cette émission après quelques mois du coup depuis le bilan de mi-saison. Alors le bilan du coup est très mitigé avec un Milan qui termine à la deuxième place cependant en Serie A, loin derrière l'Inter et ses 94 points puisque Milan termine avec 75 points donc une vingtaine de points de différence quand même, avec un championnat disons-le qui était disons où on était déjà largué à partir de novembre-décembre, hein. On avait déjà une douzaine de points de retard sur l'Inter à la mi-saison voire plus. On termine avec tout de même 76 buts marqués en 38 matchs, donc ce qui prouve que l'équipe, disons, offensivement a répondu présent, mais avec tout de même 50 buts, enfin 49 exactement, 49 buts encaissés en Serie A, ce qui par ailleurs fait de nous la 10e défense de Serie A cette année, donc classement assez catastrophique en termes de défense, comme on avait dit, et en effet, voilà, une équipe tournée vers l'attaque où les milieux ne savent pas filtrer, les défenseurs sont en difficulté, bah, c'est confirmé dans les stats. On a quand même 5 points de plus que la saison 2022-2023, c'est-à-dire que l'année dernière, mais où on avait terminé à 70 points, mais 11 points de moins que l'année du titre, où on était à 86 points. En ce qui concerne les résultats dans les autres compétitions, on va parler de la Ligue des Champions, où on a quand même, je trouve, fait plus que bonne figure, on a atterri dans le fameux groupe de la mort, si on peut l'appeler ainsi, ou du moins le groupe le plus relevé de Ligue des Champions, composé de Dortmund, Paris et Newcastle. On a été éliminé en phase de poule, faut le rappeler, avec 8 points, je crois, le même nombre de points que Paris de mémoire, mais avec un ballottage favorable en différence de but en faveur du Paris Saint-Germain, qui est passé du coup en 8e et où on a été relégué, enfin rebasculé plutôt en Europa League. Et c'est là que le bas blesse, puisqu'en Europa League, on a été éliminé dès les quarts de finale contre la Roma avec 2 défaites. La première 0-1 à San Siro et la deuxième 2-1, deuxième défaite au retour contre la Roma au Stadio Olimpico, sachant qu'on a joué à 11 contre 10 pendant plus d'une mi-temps, et on a quand même perdu ces 2 matchs. Et avec une bouillie tactique et incompréhensible de Pioli notamment, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et pareil en Coppa Italia, le bas blesse, puisque on a été humilié cette fois non par la Roma, mais par l'Atalanta au même stade, en quart de finale toujours, avec une défaite 2-1 à San Siro, où on a encore été clairement dominé, comme ce fut le cas en Europa League face à la Roma. Donc voilà, même si le bilan de en Serie A est tout à fait honorable avec cette deuxième place, faut pas oublier la manière qui n'y était pas, le fait qu'on a quand même été complètement mis hors de course pour le titre à partir de novembre-décembre, c'est-à-dire très tôt dans l'année, et on s'est quand même fait humilier en Europa League et en Copa par des équipes qui finalement étaient tout à fait à notre portée. On n'oubliera pas ces blessures à répétition qui nous ont quand même pourri la saison, et je pense notamment à la campagne de Ligue des Champions où on a dû mettre, je me rappelle, contre Dortmund au retour, Krunic en défense centrale, parce que Malik Thiaw s'était blessé, on n'avait plus qu'un défenseur disponible sur nos 6 quand même, hein. Faut pas l'oublier. Et ces blessures nous ont du coup pourri la première partie de saison jusqu'à décembre-janvier. Après, ça a été un peu mieux. Pioli qui nous a, et du coup j'y reviens là, qui a joué aux apprentis sorciers un peu trop souvent dans les matchs références, dans les matchs clés. Je pense à la Roma notamment en Europa League où Calabria avait un rôle presque de milieu de terrain, où les latéraux d'ailleurs avaient souvent un rôle de milieu de terrain et repiquaient énormément au milieu. Face à l'Atalanta en Copa, avec la défaite également où Pioli nous a sorti le fameux 3-5-2. L'abandon justement des principes et des préceptes de base qui a fait la force, si on peut dire, de notre mercato estival de l'année dernière, puisqu'avec Pioli a abandonné le 4-3-3 au bout de 3-4 matchs en début d'année pour nous mettre finalement Ruben Loftus-Cheek qui passait de numéro 8, là il est passé au numéro 10, en repartant sur du 4-2-3-1 en fait. Il a joué à la place de Brahim Diaz cette année, sauf que il n'était pas du tout adapté et ça s'est rapidement vu. Donc voilà pour le bilan bien triste de ce Milan après un titre il y a maintenant 2 saisons qui nous paraît déjà malheureusement si loin. Bien, alors voyons si Félix a vibré. Félix, partages-tu l'appréciation d'Aristip? Je partage complètement. Effectivement, c'est une saison bien mitigée et j'ajouterais également des nouvelles défaites lors des derbies qui nous collent à la peau et on n'arrive pas C'est vrai.
on n'arrive pas à repasser mentalement, surtout je pense, et puis même sur le terrain, mais on n'arrive pas à repasser devant cette équipe de l'Inter qui nous écrase à chaque fois qu'on les affronte. Ce qui fait que ça ajoute une nouvelle humiliation sur le CV de Pioli, qui malheureusement voilà, n'a jamais su affronter Inzaghi, à part quelques victoires, surtout l'année lors du titre, mais en dehors de ça, on n'a jamais su vraiment trouver la recette contre l'Inter, ce qui fait que ça donne encore un goût d'autant plus amer à cette saison. Alors effectivement, certains commentateurs peuvent dire oui, mais Pioli nous a ramené à deuxième place. Alors effectivement, la deuxième place en Serie A, c'est une bonne place. Maintenant, quand on regarde dans les détails, comme l'a dit Aristide, pour la 10e défense, qui est très très honteux. Franchement, avoir une défense moins bonne que celle du Torino, à égalité avec celle de l'Hellas Vérone, c'est quand même assez pathétique. Et ce qui fait aussi que cette deuxième place, elle a un goût amer. Quand on regarde où on était au mois de janvier, on n'était finalement pas si loin de l'Inter. Et quand on voit le déclassement qu'on a subi, qui est effectivement dû à cette défense, on pense aussi aux différentes blessures. Et on peut avoir des regrets, d'autant plus que cette année en Serie A, les concurrents ne se sont pas beaucoup mis en valeur. Je pense notamment à Naples, qui fait une saison cataclysmique et qui termine à la 10e place. Je pense à la Lazio, je pense à la Roma sous Mourinho, qui ont été loin derrière les standards qu'ils auraient dû afficher. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve, oui, deuxième, mais deuxième, est-ce que c'est pas finalement par défaut, vu aussi la seconde partie de saison catastrophique de la Juve? Ah oui, qui s'est On avait écroulé vraiment... totalement, ouais. Quels étaient nos concurrents en fait, finalement pour cette deuxième place? Il y a la belle surprise de Bologne, il y a l'Atalanta qui revient très bien en cette fin de saison, mais il ne faut pas oublier que l'Atalanta c'était aussi très irrégulier à un moment dans l'année. Donc au final, oui, deuxième place, c'est ce qu'on attendait. On attendait à ce qu'on se qualifie, on attendait à ce qu'on retrouve un petit peu, je sais pas moi, un frisson pour jouer le titre comme on l'a eu il y a 2 saisons. C'est mieux que la saison dernière. Quand on fait un peu le comparatif avec la saison dernière, oui, c'est mieux, certes, mais il ne faut pas oublier aussi que dans la balance, il y a un mercato à plus de 100 millions d'euros. Pour au final 5 points de plus. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on attendait? Quand on regarde aussi dans les détails les buts qu'on marque, cette année, on marque beaucoup, beaucoup plus de buts sur corner par rapport à l'année dernière. Est-ce que finalement, j'ai presque envie de dire que cette saison, par rapport à l'année dernière, ça s'est joué sur quelques buts en plus sur corner, quelques buts en moins encaissés sur corner, et finalement, dans le jeu, avec 100 millions d'euros investis, avec un vrai ailier droit, avec des joueurs au milieu de terrain, avec des vraies bonnes alternatives devant, finalement, 5 points de plus dans cette Serie A qui n'a pas été très très forte. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une bonne saison? Et puis après, effectivement, en Ligue des Champions, euh, oui, je dirais qu'on n'a pas été ridicule. Et c'est vrai qu'on n'est pas passé loin au final d'un huitième de finale. En Europa League, par contre, on n'a jamais su se montrer. Je pense même lors des matchs contre Rennes ou d'autres matchs, voilà, en Europa League, je ne nous ai jamais trouvé convaincants. Et finalement, la Roma arrive à nous battre assez facilement. Et pour une compétition où les joueurs n'arrêtaient pas de dire oui, il faut aller la chercher, on l'a jamais gagné dans l'histoire, etc. Qu'est-ce qu'on a vraiment vu? Pour moi, rien du tout. Et ce qui fait que cette saison, voilà, comme je l'ai dit, elle est amère. Pour moi, c'était la saison de trop pour Pioli, alors si ce n'était pas déjà la saison dernière. Mais voilà, ce qui fait que on n'a pas vécu franchement une bonne saison. On n'a aucune victoire convaincante qui nous a vraiment marqué. Allez, peut-être contre le Paris Saint-Germain. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on va retenir? Pour moi, pas grand-chose. Je crois qu'Aristide est sur des charbons ardents et est en train de bouillir depuis quelques instants, souhaite réagir donc à cette saison qui nous laisse, comment dire, pantois, hein, tant finalement la deuxième place est satisfaisante, l'objectif de la qualification en Ligue des Champions est atteint, mais vous dites qu'il n'y a pas la manière, vous êtes déçu par ce qu'a montré le Milan cette année, Aristide. Oui, complètement. J'ajouterais à ce que dit Félix une troisième ou quatrième, je ne sais même plus les dénombrer, humiliation, puisqu'il ne faut pas oublier que l'Inter fête le titre contre nous à San Siro, alors qu'on accueille et chope le 20e titre et la deuxième étoile contre nous avec une victoire 2-1. Donc vraiment, on se fait humilier jusqu'au bout, quoi, en étant témoin du sacre de l'Inter et de la course à la gagner pour eux à la deuxième étoile. Donc ouais, c'est vrai que l'humiliation est vraiment totale sur cette année. Donc messieurs, passons au top 3 comme toujours dans l'ordre croissant avec Félix. Franchement, le top n'a pas été simple du tout. Puisque aucune individualité s'est vraiment détachée, enfin, en tout cas aucune, peu se sont vraiment détachés, tant aussi il y a eu des irrégularités dans les performances.
Je pense notamment au cadre. Mais en troisième position, je pense que je vais quand même mettre la doublette d'attaque Leao-Giroud. Même si ce n'est pas une saison complètement convaincante ni pour l'un ni pour l'autre. Leao parce qu'on sait qu'il doit et qu'il peut faire mieux par moment. Maintenant, statistiquement, il est encore sur un double-double sur la saison, toute compétition confondue. Et Giroud parce qu'il a finalement atteint son record avec nous, puisque je crois qu'il a 14 buts cette saison en Serie A, ce qui est oui, son meilleur score avec le Milan. Voilà, j'ai voulu saluer cette attaque-là, puisque effectivement, ça a été quand même notre point fort cette saison, la partie offensive. On attend toujours mieux de Leao. De l'autre côté, Giroud, on ne peut que le saluer et le féliciter pour ce qu'il a fait avec nous. Je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il réussisse et qu'il reste autant dans le cœur des tifosi à ce point-là. Il a réussi à se faire adopter et je trouve que ses adieux ont vraiment été réussis. Et il a été appelé pour l'Euro. Et il a été appelé pour l'Euro, bien sûr. Il a toujours une dernière compétition sur le devant de la scène à jouer. Et voilà, c'est un joueur, c'est aussi l'occasion de lui rendre hommage pour un joueur qui a une carrière plus qu'honorable, une très grande carrière, autant un grand homme. Il a su se faire apprécier partout où il est allé et ça n'a pas manqué à Milan. Il est arrivé finalement comme doublure de Zlatan. Et finalement, il a réussi à tirer son épingle du jeu, à devenir titulaire. Ça n'a jamais été un grand goleador, un grand bombeur. Mais voilà, par son jeu de déviation, par sa puissance physique, il a réussi à être finalement le neuf qu'on attendait tous. Et encore une fois, il a brisé cette malédiction du neuf qui pesait sous le poids de ce maillot-là depuis Inzaghi. Donc franchement, un chapeau Olivier. Et il a mérité cette fin de saison tranquillement du côté de Los Angeles. Pour Leao, c'est un autre discours. On attend toujours qu'il fasse mieux. Mais maintenant, comme je l'avais déjà dit, je pense au bilan de mi-saison, c'est le joueur qu'il est. Je ne sais pas s'il pourra passer ce cap un jour. Il faut le prendre tel qu'il est, avec ses coups d'éclat, avec ses fulgurances, qui nous rapportent énormément de points. Donc voilà, je l'ai mis en troisième. C'est presque par défaut, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix devant pour moi. Pour le deuxième, ça peut paraître un peu surprenant, mais je l'avais mis déjà troisième lors du bilan de mi-saison. C'est pas non plus une saison extraordinaire, mais effectivement, c'est Reijnders. Parce que il y a beaucoup d'effets de surprise pour moi déjà, parce que c'est un joueur quand même qui vient des Pays-Bas à 25 ans et qui, mine de rien, je trouve que sur la qualité technique, il est quand même très très fort. Alors des fois, il manque quand même certains gestes, il y a des sautes de concentration, il n'est pas très très adroit devant le but. Il a joué pas mal de fois reculé. Alors moi, c'est pas un poste où je le préfère, puisqu'il a joué plusieurs fois devant la défense à la place de Benacer qui jouait un petit peu plus haut. Moi, je trouve qu'il faudrait plutôt l'inverser parce que je trouve que Reijnders a plus de qualité offensive que l'Algérien. Voilà, pour moi, je l'ai mis en deuxième parce que voilà, il a été propre sans en faire énormément et je pense que sa deuxième saison sera encore meilleure puisqu'il sera adapté à l'environnement de la Serie A. Et c'est un même discours que je tiendrai pour ma première position puisque mon premier est sans surprise Pulisic, qui je pense est incontestablement le meilleur joueur cette saison. Encore une fois, ça vient saluer la prestation offensive de cette équipe-là qui est vraiment très très bonne. Je crois qu'on est la meilleure attaque ou la deuxième meilleure attaque d'Italie, ce qui vient démontrer encore une fois que sur ce point-là, on est vraiment au point. On attendait depuis longtemps un ailier droit qui est très performant. On en a eu deux ce mercato et l'un d'entre eux s'est révélé. Et c'est bien évidemment l'Américain Christian Pulisic qui m'a vraiment surpris. Déjà, sa capacité à marquer des buts, à être décisif, c'est ce qui nous manquait quand même avec Saelemaekers et Messias. Il nous manquait pas forcément le même joueur que Leao à gauche, mais un joueur qui vient fructifier le travail de ce côté gauche, qui vient marquer des points parce que, comme je l'ai dit, Giroud, c'est pas forcément un grand bombeur. Donc il nous fallait vraiment un attaquant qui plante. Et Pulisic, on peut dire qu'il a planté. Lui aussi, il est en double-double sur toute compétition confondue. C'est aussi un joueur qui a su qui a su aussi faire jouer les autres, puisqu'il a aussi une dizaine de passes décisives. Donc voilà, c'est pas forcément le joueur que j'attendais le plus lors du dernier mercato, mais de loin, c'est celui qui a le plus performé. Maintenant, j'ai quand même un petit bémol, et ce qui vient aussi marquer le fait qu'aucun de ces tops n'a vraiment fait une saison extraordinaire, c'est que Pulisic, pour moi, n'a jamais été extrêmement performant lors des gros matchs. Voilà, c'est juste ça qui lui manque.
Et comme pour Reichdorst, j'espère que la deuxième saison sera celle de la confirmation euh, et voilà, qui lui permettra de briller lors des gros matchs. Aristide va-t-il nous surprendre avec son top? Mention honorable, comme toujours, vous savez que j'y tiens. Du coup, quatrième place, on va dire au pied du podium, j'ai mis Noah Okafor. Du coup, notre recrue suisse de l'été dernier, qui a été énormément blessé. Alors, même si c'était beaucoup mieux en seconde partie de saison où il a joué plus régulièrement. Mais Noah Okafor, c'est 6 fois titulaire, 6 buts, 3 passes décisives. Je l'ai trouvé plus que dans les stats très intéressant dans le jeu en numéro 9 et même sur l'aile gauche où parfois il a été même souvent supérieur à Léao quand il a joué. Je l'ai trouvé très intéressant et voilà, c'est un encouragement parce que je pense que c'est clairement un joueur qui, quand il mettra ses problèmes physiques de côté, peut aller très loin parce que je vois vraiment un vrai potentiel dans ce joueur-là et un état d'esprit que j'aime beaucoup aussi. C'est à noter. Troisième place de ce top, je vais rejoindre Feli, je vais parler de Giroud. Voilà, Giroud, que dire de plus? Alors, 15 buts en Serie A, 8 passes décisives. À noter les 8 passes décisives en Serie A, ça fait de lui le deuxième meilleur passeur de Serie A. Le premier étant Leao, avec 9 passes décisives. Donc, un des meilleurs buteurs de Serie A, le deuxième meilleur passeur de Serie A. Pourtant, comme l'a dit Feli, personne n'a fait une excellente saison de A à Z, parce que Giroud a eu quand même beaucoup de trous, notamment dans les grands matchs. Je pense à ce retour, non, cette année, face à la Roma, justement en Europa League, où il rate une occasion immanquable à 2 mètres du but qu'il met sur la barre transversale. Il a eu quand même, là, il vient de marquer là, il y a quelques jours contre la Salerne pour le dernier match, mais il sortait de 2-3 mois très compliqués. Où vraiment il n'arrivait pas à peser sur les défenses. Donc c'est pas parfait, mais comme l'a dit Feli, dans une saison où on a été quand même, où le marasme a été bien présent, bah, il faut ressortir, disons, les meilleurs, et les meilleurs sont pas forcément excellents. Donc Giroud fait clairement partie de cette troisième place avec un podium bien mérité. Deuxième, bah, vous l'avez pas mentionné, enfin, on l'a pas mentionné, ça va être surprenant, mais c'est Gabia. Bah oui, j'étais Euh, surpris parce que je lis que du bien de lui un peu Bah oui. partout, donc finalement je m'attendais à ce que Feli le choisisse, mais bon, chacun ses goûts, après tout le top c'est libre. Vas-y Aristide. Ah bah Gabia, non. Alors, il a fait qu'une demi-saison, effectivement. Il était en prêt à Villarreal, si je me trompe pas. Ouais, ouais. Non, c'est ça. En prêt à Villarreal, il a été rappelé parce qu'on a eu, bah, comme je l'ai annoncé lors du bilan, une cascade de blessures impressionnante jusqu'à décembre, où on n'avait plus qu'un défenseur central de disponible. Donc il a été rappelé en urgence. On s'attendait à ce qu'il fasse le boulot rapidement et qu'il retrouve sa place de remplaçant, voire de réserviste quand Tomori et Thio eût été soignés. Cependant, bah, en fait, il a tout de suite montré qu'il a tout de suite été très bon dès ses premiers matchs avec le Milan. On a tout de suite senti une différence en termes de maturité, d'impact. Moi, ça m'a rappelé un peu la saison de Kier quand l'année du titre. C'est-à-dire que c'était un peu les mêmes qualités que ces deux joueurs partagent. Pas une énorme vitesse, mais un sens de l'anticipation et toujours au contact qui est assez impressionnant. Et je trouve que Gabia a vraiment progressé. Je crois qu'il a que 24-25 ans. Il est clairement pas vieux. Et je trouve que son prêt à Villarreal lui a vraiment fait du bien. Alors moi, je le considérais pas mauvais déjà les années précédentes. Je trouvais que justement, on l'avait peut-être un peu mis de côté trop vite. Donc je suis très content qu'il soit revenu. Alors comme Giroud, comme le reste des tops. Évidemment, il y a quelques matchs ratés. Je pense notamment à ce dernier mois a été plus compliqué pour lui. Mais dans ce marasme ambiant, je trouve ça a été l'une des seules satisfactions, je trouve. Et en fait, les 3-4 mois qu'il a fait avec nous, là, ou peut-être 5 mois sur les 9, m'ont clairement convaincu pour le mettre dans les tops cette année. Et bravo à lui. Et j'espère qu'il va continuer pour être titulaire et indispensable à cette équipe l'année prochaine. Et alors avant de découvrir ton top 1, ménageons le suspense puisque Feli veut réagir sur Gabia. Oui, complètement. J'ai pas mis Gabia dans mon top, puisque pour moi, il n'a pas assez joué comme on fait le top de la saison. Comme il est arrivé à partir de janvier, j'ai décidé de ne pas le mettre. De la même manière que je n'ai pas mis Tomori, qui pourtant avait fait une excellente première partie de saison, beaucoup moins bonne ensuite, notamment due à une blessure. Mais voilà, quand on voit le record négatif en défense qu'on a fait, je ne me voyais pas mettre un défenseur dans les tops. Maintenant, c'est tout à fait légitime de le faire pour Gabia. Effectivement, il a fait une très bonne très bonne deuxième partie de saison. Et effectivement, ça n'a jamais été un mauvais joueur sous nos couleurs. Maintenant, je me permets un petit peu de mesurer cette hype de Gabia, puisque il faudra aussi voir le nouvel entraîneur, sa façon de jouer, comment Gabia va s'installer là. Est-ce qu'il y aura des recrues, ce que j'espère,
pour moi, Gabia, ça reste un bon complément. Maintenant, j'ai du mal à le voir sur le long terme comme titulaire. Et peut-être que je vais me tromper, hein, mais il a quand même quelques petits défauts, notamment sur le plan physique, parce que je trouve qu'il se fait facilement bouger, mine de rien. Et puis, contrairement à Kier, dont tu évoquais, il manque quand même cette qualité de passe qu'avait le Danois. Ce qui fait que pour moi, Gabia ne part pas forcément C'est favori vrai. pour être titulaire, mais comme un très bon complément. Alors Aristide, quel est ton top 1? Top 1, bah, c'est le seul où je rejoins Feli. Je vais parler de Pulisic, 12 buts, 8 passes décisives. Deuxième à égalité du coup avec Giroud en passe D en Serie A. Je l'avais mis en mention honorable, je crois. Je l'ai mis en quatrième de mon top à la mi-saison. Comme c'est l'un des seuls qui s'est pas écroulé, j'ai envie de dire, forcément il remonte, puisque les Tomori, etc., se sont écroulés en deuxième partie de saison. Donc Pulisic, non, très satisfaisant, très content d'avoir un joueur avec cette mentalité qui est en plus qui est vraiment fourbe, hein. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a qui est très fourbe et très embêtant, mais dans le bon sens du terme. Pas à la Théo Hernandez où parfois tu peux avoir un carton rouge, un machin. Je trouve que justement, il fait facilement péter des câbles, si je puis me permettre l'expression, à ses adversaires. Parfois, il joue bien les fautes, il joue bien les coups. Moi, je le trouve Ouais, il est très plus intelligent. sournois certainement, ouais. Voilà, sournois, c'était le mot que je cherchais. Et je trouve ça très intéressant d'avoir un joueur comme ça, en plus qui est finalement très peu blessé, puisqu'on nous avait vendu un joueur qui était très blessé par le passé à Chelsea, Dortmund. Moi, je trouve qu'effectivement, alors peut-être qu'on a eu de la chance, mais il a fait quasiment tous les matchs cette saison. Non, vraiment très intéressant. Alors effectivement, je l'avais pas mis dans mes tops déjà dans le bilan de mi-saison parce qu'il manquait vraiment, il y avait trop de ratés dans les grands matchs. Il y en a eu un peu moins en seconde partie de saison, mais il y en a eu quand même, et je rejoins Feli. Dans les grands matchs, il avait tendance un peu à disparaître, et ça a toujours été le cas. Mais voilà, ça reste quand même le joueur le plus régulier, je dirais, de la saison, que ce soit en première partie ou deuxième partie. Donc, et étant donné que c'est un joueur quand même qui nous a coûté quoi, 18-20 millions et qui fait sa première année en Serie A, faut pas oublier, c'est un top et une première place tout à fait méritée pour moi. Alors Feli, ton flop a-t-il été plus facile à constituer? Pas forcément non plus, j'ai envie de dire, parce que il y a quelques joueurs que j'ai mis dans les flops qui ont des circonstances atténuantes et puis aussi qui ont su aussi faire quelques bons matchs. Et puis, euh, et puis comme la saison n'a pas été simple au niveau aussi des blessures, c'est pas facile aussi de juger certains joueurs. Mais je vais commencer par Benasser, que j'ai mis en troisième position. Alors, lui, voilà, typiquement, il rentre dans cette catégorie-là, puisqu'il a été blessé jusqu'à décembre. Jusqu'à décembre, puis janvier également, et puis il est parti faire la CAN. Donc, c'est un joueur moi j'apprécie beaucoup, que j'ai souvent défendu, mais son retour depuis 2024 pour moi est en demi-teinte, voire même pas bon du tout. Et après, comme je l'ai dit, hein, c'est notamment dû à ces blessures-là, mais on sent quand même un joueur qui a pris quand même pas mal en termes, ne serait-ce que de poids, et qui est beaucoup moins vif qu'avant. Alors, on attendra de voir pour la saison prochaine. Moi, j'ai pas envie de l'enterrer tout de suite, Un mais c'est départ un est joueur. évoqué, hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est un des joueurs qui pourrait être vendu puisqu'il a une clause de 40 millions. On parlait d'Arabie Saoudite, mais son agent a réfuté cette thèse-là en disant qu'il était trop jeune, ce qui n'est pas faux. Maintenant, je ne vois pas d'autres gros clubs aller chercher un Benasser sortant de cette saison-là, qui quand même enchaîne les pépins physiques depuis un certain temps. Il y a aussi son positionnement qui est à revoir parce que Pioli aime de plus en plus bien le faire jouer en dehors de son poste qui pour moi est celui de Registag de 6 et Pioli il aime bien le faire jouer 8 voire 10, ce qui est pour moi pas forcément son poste de prédilection. Là on ne retrouve pas ses meilleures qualités, donc moi j'aimerais bien le revoir la saison prochaine en forme en tant que numéro 6 s'il n'est pas vendu. Et j'espère que voilà il quittera définitivement, qu'il laissera de côté définitivement ses pépins physiques qui sont quand même assez lourds depuis plusieurs saisons. Maintenant, en numéro 2, je vais mettre un joueur que j'ai pas forcément l'habitude de mettre en flop parce que c'est pas un joueur dont j'attends énormément de choses, mais j'ai trouvé quand même une saison particulièrement mauvaise de notre capitaine, Davide Calabria, qui pour moi n'a pas eu de bonne période, aucunement. Il n'y a aucun moment où je l'ai trouvé sur plusieurs matchs bon. Il n'a pas su, même dans les quelques gros matchs qu'il a fait, se tirer son épingle du jeu, contrairement à la saison dernière où on se rappelle de sa double confrontation contre Naples, où il avait été très très bon. Là, cette saison, c'est moyen tout le temps, voire mauvais. Et je pense que vraiment, là, vu les nouvelles priorités du mercato d'été, que c'est la dernière saison de Davide Calabria en tant que titulaire.
voire même qu'il sera vendu, puisque son contrat expire l'année prochaine, en 2025. Ah bah c'est bien, il y Après, aura 11 étrangers titulaires, les mondialistes vont être contents. ce ne sera pas étonnant. Après, voilà, c'est ce qu'on dit chaque année sur Calabria. Chaque année, on dit, bon, c'est la fin pour lui. Il va perdre sa place de titulaire. Et chaque année, il se retrouve en étant titulaire. Donc, à voir, mais ça sent quand même la fin pour le capitaine. Et en flop 1, je vais mettre un joueur qui également a été mauvais du début à la fin. Alors, j'ai peut-être un bon match pour lui. C'est celui contre la Juve. Au retour, on fait 0-0. C'est Malick Thiaw, qui pour moi a été très très décevant. Surtout vu sa deuxième partie de saison l'année dernière, où il avait été très très bon, notamment dans la défense à 3. On pense au match contre Tottenham, où il avait été très très bon face à Harry Kane. Mais là, cette saison, c'est franchement le néo absolu. Il n'y a rien. Physiquement, il se fait dépasser à chaque fois. En termes de concentration, j'ai rarement vu un défenseur louper des choses simples, rater son marquage, perdre des ballons assez fréquemment dans tous les matchs qu'il fait. Et il a, à juste titre, perdu sa place de titulaire, hein, au profit de Gabia, dont on évoquait tout à l'heure les performances. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment une mauvaise saison de Malick Thiaw, dont son avenir s'inscrit également en pointillé. Je sais pas en fait ce qu'il vaut, ce joueur. Je pensais avoir des certitudes pour l'Allemand, mais finalement, j'ai quand même quelques doutes. Alors, on se rappelle aussi, c'est un joueur qui est très jeune. Mais pour moi, il symbolise aussi cette naïveté dont notre défense a fait preuve tout au long de la saison, qui nous a coûté énormément, énormément de buts. Et pour moi, voilà, c'est un peu le symbole de cet échec en défense. J'espère qu'on saura aussi, voilà, prendre un taulier cet été, ce qui nous manque, hein. Parce que Tomori aussi a fait une deuxième partie de saison beaucoup moins bonne que la première. Kier, bah voilà, Kier, on pourrait lui aussi lui rendre hommage, hein, pour les années qu'il a fait chez nous, mais depuis sa grosse blessure, bah, lui aussi c'est très 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 compliqué. Et donc Thio pour moi voilà cristallise un peu nos problèmes défensifs et j'espère vraiment, alors je sais pas si lui va continuer avec nous ou sera vendu parce que il garde quand même une belle cote, mais j'espère que ce mercato sera tourné vraiment sur l'aspect défensif, contrairement au mercato dernier qui a été vraiment consacré au compartiment offensif et qu'on réussira à combler ces brèches. Voyons si Aristide a un nouveau flop à proposer. Les mentions déshonorables, comme d'habitude, avec la double paire. Léao, Théo Hernandez en flop déshonorable. Alors, je les ai pas mis dans les vrais flops parce que Feli, alors famille a mis Léao dans ses tops. J'ai envie de dire pourquoi pas, parce qu'effectivement, il y a quand même 9 buts et 9 passes décisives en Serie A, le double-double sûrement en toute compétition confondue. Mais moi, je l'ai mis dans mes mentions déshonorables parce que je vois une régression par rapport à l'année dernière, une régression par rapport à l'année du titre, que ce soit en termes de stats, mais que c'est surtout en dehors des stats que je vois une régression, notamment mentale. Alors, on compte les buts et les passes D qu'il nous a mises, certes, mais moi, je compte aussi les matchs qu'il nous a foirés et qu'il nous a foirés quasiment à lui tout seul avec des ratés impardonnables, avec une attitude où il marchait totalement sur le terrain, mais attention, bien plus que ce qu'il a fait les 2-3 années précédentes où ça allait mieux globalement. Là, c'était vraiment, on jouait à 10, 80, enfin, certains matchs, on jouait à 10, 80% du temps. Donc, c'est ça qui me fait dire que en termes de stats, c'est moins bon, en termes d'attitude, c'est moins bon, tout est moins bon. Et finalement, ce joueur a régressé en 2-3 ans, donc je le mets quand même dans mes mentions déshonorables. Théo, pour exactement la même raison. Alors, je vais pas parler de statistiques en ce qui concerne Théo Hernandez, parce que moi, je m'en fiche un peu qu'ils mettent 2, 3, 5 buts dans la saison. Mais moi, je trouve qu'il y a de la régression en termes bah pareil, voilà, c'est Théo, il choisit ses matchs, comme Léao. Il y a des matchs où il peut être excellent face à la Juve, face à la Talenta, pour après faire n'importe quoi face à Salerne, parce que c'est un match qui l'intéresse moins, parce que on joue à l'extérieur. Et je trouve qu'il y a clairement une différence en fonction de l'implication de ces joueurs de leur performance sur le terrain. Donc j'avoue que je vois une régression pareille, donc je les ai mis tous les deux en mention déshonorable. Et alors, laissons peut-être oui. Feli réagir, je crois qu'il veut ajouter quelque chose. Oui, alors je sais pas si tu vas en parler après, Aristide, peut-être que je vais spoiler, mais moi je j'ai pas mis Théo ni Mike Maignan ni dans les flops ni dans les tops parce que pour moi c'est 2 saisons très mitigées pour ces deux joueurs, pour les 2 internationaux français. Pour moi, ce sont les moins bonnes saisons sous nos couleurs, que ce soit pour le gardien mais aussi pour Théo Hernandez. Alors maintenant, je ne les ai pas mis dans mes flops. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelques matchs, même plusieurs matchs, hein, où ils ont répondu présent, notamment en première partie de saison pour Mike Maignan et en deuxième pour Théo Hernandez.
maintenant tu as complètement raison et j'aurais même pu mettre Théo dans mes flops. Je l'avais mis flop 1, je crois, hein, Oui, lors tous de les deux, on mon a mis émission. flop 1, ouais, c'est ça. Je l'avais mis flop 1 lors de l'émission de mi-saison. Ça n'aurait pas été volé qu'il soit troisième de mon flop à la place de Benasser, mais il a quand même eu quelques bons matchs, notamment lors de sa période, paradoxalement, quand il était défenseur central, Mhm, où il avait c'est été vrai. très bon. Voilà, donc ça a pesé dans ma balance, mais ce flop est justifié. Et de la même manière, Mike Maignan, pour moi, comme pour la défense, il n'a pas été bon cette saison, il n'a pas été bon, quoi. Lui aussi, toujours les blessures. C'est quand même assez fatigant d'avoir un gardien qui se blesse autant. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, heureusement, Sportiello qui a été très bon et a réussi à combler souvent les moments où le portier français était absent. Mais franchement, c'est des joueurs qui sont des cadres et qui sortent leur moins bonne saison du côté de Milan. Ce qui fait, et encore une fois, ce sont des défenseurs. Voilà, il n'y a pas de secret. Quand on voit le nombre de buts qu'on a marqués, clairement, les points noirs de cette saison, pour moi, se portent en défense et pour le gardien titulaire. Aristide, tu reprends. Alors oui, pour reprendre, effectivement, Maignan va arriver. Mais oui, voilà, pour reprendre ce qu'a dit Feli, on est sur la faillite des cadres, on l'avait déjà dit lors de l'émission de mi-saison. Moi, je continue à le penser que même s'ils sont plus dans mon flop 1, flop 2, Théo et Léao, ils restent, parce que la seconde partie de saison est un peu meilleure, ils restent dans les mentions déshonorables, parce que je vois clairement une régression et j'en attendais plus. Et effectivement, Feli l'a indiqué, mais Maignan en flop 3, en troisième du flop, pourquoi? Parce qu'il y a les blessures, ça on le sait. Sauf que, contrairement aux années précédentes, il y a aussi beaucoup d'erreurs sur son premier poteau, quelques fautes de main, un joueur qui est un gardien qui est moins décisif, qui parfois m'a rappelé dans certains matchs Donnarumma alors pas dans les boulettes parce qu'il n'y a pas eu de boulettes en soi de grosses boulettes, mais Donnarumma parfois dans les dernières années où sur quelques matchs il doit faire 2 parades, eh ben il en fait 0 et du coup ça fait 2 buts. Alors que il n'y a pas de face à face, il y a pas donc, enfin c'est quelque chose qu'il peut quand même faire à son niveau et Maignan ça a été un peu ça sur pas mal de matchs où finalement il a parfois pas eu grand chose à faire. Euh, et finalement, on s'est pris 3 tirs cadrés, 3 buts ou 2 tirs cadrés, 2 buts. Alors parfois, il a été bon aussi. Mais voilà, je note par rapport à ce que j'attends d'un joueur. C'est pour ça que je mets Gabien en flop, en top aussi, parce que voilà, je n'attendais pas grand-chose. Et finalement, il a été excellent, le meilleur de nos défenseurs centraux. Mais je mets Maignan parce que pour moi, il était quasiment intouchable. C'est un de nos cadres, c'est même notre cadre. Il va demander un salaire d'ailleurs qui est assez incroyable, un peu à la Donnarumma il y a 2-3 ans. Et je peux pas, vu son statut en équipe de France, vu le salaire qu'il va demander, vu les saisons qu'il nous a faites avant, je peux pas le mettre hors de mes flops, c'est impossible. Et enfin, en deuxième place de mon flop, je vais mettre Benasser, je te rejoins Feli. Alors je vais être un peu plus catégorique parce que moi j'y crois plus en fait, j'y crois plus trop. Je vois quand même un joueur qui est en régression constante depuis qu'il est arrivé chez nous. C'est-à-dire que je l'ai trouvé meilleur la première année quand il est arrivé, je sais plus si c'était 2019, d'Empoli ou 2020, j'avoue, je sais plus. Mais je le trouve en régression constante. Je trouve que il se blesse toujours de façon, il se blesse toujours presque la moitié de l'année. Et le pire de ça, c'est que si je compare parce qu'ils ont le même poste, à peu près le même gabarit, et c'est vrai qu'on pourrait avoir un peu la même appétence technique. Si je le compare à Marco Verratti, puisque moi je suis dans une parisienne, donc je suis plus longtemps, mais je suivais les matchs de Paris. La comparaison que je peux faire et la différence aussi entre les deux, c'est qu'en fait Marco Verratti, même s'il était blessé, quand il revenait, même après 2 mois sans compétition ou 3 mois sans compétition, il pouvait illuminer le match à lui tout seul, alors qu'il avait peut-être 45-60 minutes dans les jambes. Bon, on l'a vu Tu contre voyais tout de suite l'Angleterre en finale de l'Euro, hein. Ça a été Ouais, le meilleur sur le terrain, hein. complètement. Et puis, que ce soit à Paris ou en Italie, dès qu'il est là, même s'il n'a pas 2 mois de compétition, il n'a pas besoin d'être à 100%, ce que je veux dire, parce qu'il a tellement de génie, ce joueur, à la base, qu'il n'a pas besoin d'être à 100% pour faire la différence dans un match. Eh ben, c'est pas le cas de Benasser. Benasser, quand il n'est pas à 100%, ça se voit et c'est un vrai frein pour l'équipe. Je me rappelle du match face à Monza qu'on perd 2-0, je crois, ou 3-0, où c'est une catastrophe, il perd tous ses ballons. Donc, quand il n'est pas à 100%, Benasser, c'est très compliqué, c'est tout le temps l'un des plus mauvais sur le terrain. Le problème de ça, c'est que quand il est à 100%, bah, ça dure 5 matchs et après il se reblesse. Donc en fait, moi j'avoue que j'y crois plus et j'espère que, honnêtement, à part le vendre, j'avoue que j'y crois plus. C'est peut-être, je me trompe peut-être, j'espère me tromper, mais moi ça fait trop longtemps que je vois un joueur qui ne s'améliore pas et qui a besoin, qui est dans une fenêtre de tir très restreinte de 2 mois dans la saison et c'est trop peu, quoi, c'est trop peu. Et enfin, flop 1, je vais passer très rapidement dessus, mais c'est Malick Thiaw, qui a été notre révélation, je pense, en défense centrale l'année dernière, comme Tomori l'avait été l'année
du titre. Et finalement, à l'instar de Tomori l'année dernière, il s'est effondré cette année. Ça a été une catastrophe. C'est pour ça que Gabia l'a remplacé très vite d'ailleurs. Et même quand il est revenu de blessure, Gabia est resté titulaire à 80% du temps parce que Thio a fait boulette sur boulette. Je me rappelle du match contre la Juve, notamment, ou alors qu'on domine les débats, même s'il y a 0-0, il concède un penalty. Enfin, non, c'est un carton rouge stupide en fin de première mi-temps et on termine le match à 11 contre 10, enfin à 10 contre 11 et du coup on le perd. Mais il y en a fait plusieurs cette saison, des penalties concédés trop généreusement sur des fautes stupides. C'est marrant, je trouve que c'est une constante, alors chez Milan, mais dans le football, en général, les défenseurs centraux, depuis des années, alors depuis Ramos et Chiellini, j'ai envie de dire, et là c'est une opinion plus personnelle, mais j'ai l'impression que tous les défenseurs centraux se ressemblent, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire une ou deux bonnes saisons avant de sombrer totalement. Je pense à Van Dijk, qui a été reconnu comme soi-disant l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde il y a quelques années avant de sombrer, et j'ai l'impression que c'est pareil pour beaucoup de défenseurs de cette génération. Ils savent, en fait, on ne sait plus être régulier sur des années d'affilée, comme Chiellini a pu l'être, comme Ramos l'a pu être. J'ai l'impression qu'on est tout le temps sur des trucs très éphémères, avec des joueurs bons sur 6 mois, 1 an, avant de s'écrouler totalement. Et c'est vrai que ça me gave un peu, ça me barbe un peu, si vous voulez mon opinion. Bastoni s'en sort pas si mal, non? Ouais, c'est vrai, Bastoni. Alors, Bastoni est excellent. Oui, c'est vrai, depuis 2-3 ans, excellent. En tout cas, il est voir si champion, ça il est continue. titulaire dans cette équipe de l'Inter, il sera sans doute C'est titulaire à vrai. l'Euro. Visiblement, il usurpe pas sa place. Non, il y a des exceptions. Après, je parle de Chiellini et Ramos qui ont fait une carrière sur 10 ans, 15 ans. Tu vois ce que Oui, je veux bien dire? sûr. Bastoni, ça peut être très bien. Il y en a sûrement d'autres qui ont fait 2-3 bonnes années. Est-ce que ça va être le cas encore dans 2 ans? J'en sais rien. Il y a des exceptions. Mais je veux dire, il y a une tendance quand même, surtout côté défenseurs centraux, je trouve, à tout bousiller, alors qu'en 1 an ou 2 ans, on les voit super. Et en fait, à la fin, on se rend compte que c'est boulette sur boulette et qu'ils sont pas aussi bons que ce qu'on pensait. Bon, voilà. Rappelons que le football moderne est les défenseurs, hein. Faut jamais Oui, l'oublier, tout à hein. fait. C'est un Tout football à axé fait. uniquement sur l'offensif. On met C'est pour ça. tout, les latéraux doivent monter, doivent plus défendre, etc. On met le plus petit nombre de milieux défensifs possible, et donc les défenses sont beaucoup plus exposées qu'avant. Et comme les défenseurs eux-mêmes sont moins bons, forcément ça peut aussi expliquer cela. Mais il est évident que ce que tu dis est vrai, oui. Abordons la dernière partie consacrée aux perspectives offertes par Cardinale, aux éventuels transferts et aux ambitions pour l'an prochain avec Feli. Alors avant de passer aux perspectives, je pense qu'il faut passer un petit moment pour parler de Stefano Pioli qui va partir du club après 5 ans et à qui je pense qu'il faut le rendre hommage malgré tout. Malgré que, comme j'ai dit, il a fait 1 voire 2 saisons en trop. Pour moi, ça a quand même été l'entraîneur qui nous a reporté en Ligue des Champions, qui nous a fait bien sûr gagner ce titre en 2021-2022 et qui nous a ramené également en demi-finale de Ligue des Champions. Donc il a quand même un parcours avec Milan plus qu'honorable, hein. Et puis voilà, ça fait partie de ces personnes avec, je pense, Maldini, avec Ibrahimovic, qui ont réussi à nous faire quitter de ces années sombres. Et quand on voit aussi l'attachement qu'avaient les joueurs auprès du technicien, on sent vraiment que ça a été un personnage très important du club de ces dernières années. On a tous voulu qu'il parte, mais est-ce que les perspectives sont vraiment plus réjouissantes? Et ben, c'est ce qu'on va voir maintenant, parce que moi, je ne suis pas certain. Alors, pour ce qui est du mercato et du prochain entraîneur, tout va se jouer apparemment sur Fonseca, Paulo Fonseca, qui est donc l'entraîneur de Lille et qui a été précédemment l'entraîneur du Shakhtar Donetsk et de la Roma en Italie. C'est lui qui a été choisi pour être l'entraîneur qui va succéder à Stefano Pioli après bien sûr l'épisode Lopetegui, qui aurait dû être l'entraîneur du Milan de la saison prochaine, Oui, mais qui qui a fasse... suscité l'ire des supporters. Exactement, et à juste titre. Et d'ailleurs, Fonseca aussi, hein. Fonseca, quand on regarde sur les réseaux sociaux, quand on regarde les grèves des supporters qu'il y a eu en fin de saison, ben, on voit que c'est pas non plus un nom qui convient à tout le monde. Et je pense aussi qu'il a ses raisons à ça, puisque c'est un entraîneur qui n'a jamais gagné lorsqu'il a joué dans les top championnats européens. Je parle bien sûr de la Roma et du Shakhtar. Je parle de la Roma, pardon, et de Lille, hein, qui a été toujours au mieux 4e. Avec la Roma, je crois que c'est une 7e et une 5e place. Avec Lille, c'est une 5e et une 4e place, donc c'est pas extraordinaire. Alors certes, c'est un joueur qui fait bien jouer son équipe. C'est un joueur qui prône le beau jeu, la possession. Mais quand est-ce qu'on va vouloir passer un cap dans ce club? Parce que Stefano Pioli est arrivé il y a 5 ans. C'était un choix de dernier recours. On avait viré Giampolo, on s'en rappelle. On avait pris Stefano Pioli. Il y a 5 ans, on aurait pu aussi miser sur Paulo Fonseca, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais après 5 ans, on se qualifie toutes les saisons en Ligue des Champions.
où on est un des seuls clubs rentables d'Italie, où on a vraiment une base de joueurs vraiment solide. Ouais, mais est-ce que Est-ce que les dirigeants de club, excuse-moi de te couper, mais les dirigeants de club actuels du Milan, s'intéressent-ils réellement aux sportifs ou aux financiers? C'est quand même la question bah, qu'on posait déjà la saison dernière. On n'est pas dans le rouge, on a des comptes sains, d'accord, pas de souci. Mais à un moment donné, si tu veux viser plus haut, il va peut-être falloir mettre la main à la poche. exactement. Mais c'est une mode, enfin, on parlait un peu des défenseurs, mais c'est aussi un peu la mode des tacticiens, j'ai envie de dire, quand on voit Liverpool qui va chercher Arne Slot aux Pays-Bas, quand on voit voilà, Chelsea qui va chercher Enzo Maresca, l'entraîneur de Leicester qui a gagné le Championship cette saison, on sent qu'il y a quand même un manque de... On cherche beaucoup les tacticiens, mais on cherche pas forcément des gagnants, comme il y en a eu lors de ce mercato. Hein. Je pense à Conceição, l'entraîneur de l'FC Porto, bien sûr Conte, qui va sans doute rejoindre Naples. Mais voilà, ça ne fait pas partie de la philosophie Oui, de mais nos ces dirigeants. entraîneurs veulent des moyens et la dirigeance actuelle du Milan ne souhaite pas mettre à disposition de ces entraîneurs-là les moyens qu'ils exigent. Je ne sais pas si c'est une question de moyens, mais effectivement, l'ambition de Cardinale et de nos dirigeants, c'est clairement de jouer, comme j'ai répété plusieurs fois, hein, de jouer tranquillement le top 4, de se qualifier tranquillement en Ligue des... Maintenant le top 5 d'ailleurs, de se qualifier tranquillement en Ligue des Champions, de recevoir voilà, les sous, de gérer les comptes. Ils veulent plus ou moins qu'on soit compétitif à un certain degré, mais ça ne les intéresse pas qu'on franchisse des étapes, des paliers sur le plan européen, sur le plan national aussi, parce que je veux dire, Cardinale, il n'y a pas longtemps, il a dit une aberration. Il a dit que pour lui, ce serait dommage qu'un seul club qu'on gagne chaque année le titre, parce que sinon, ça fait baisser l'attractivité d'un championnat si c'est qu'un seul club qui gagne chaque année. Et moi, je m'en fous de l'attractivité de la Serie A. Moi, je veux gagner chaque saison. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si on soit en compétition avec la Juve, l'Inter. Moi, je veux gagner chaque année. Et ça, on l'a bien vu que Cardinale, ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Et forcément, voilà, on a des choix avec Fonseca. Fonseca, c'est sympa, c'est le petit coach sympa. Il veut dire oui à ce que fait le club. Et le club va faire un bon mercato. Je pense qu'on fera à peu près la même chose que la saison dernière, avec sans doute la vente d'un joueur qui demande un peu trop de sous, puisqu'on veut toujours garder ce salary cap. Donc on va vendre un joueur, on va faire un mercato, on va faire un bon petit mercato, on va essayer de pallier, et puis on va jouer, on va tenter le coup. Fonseca, c'est tranquille, on sait qu'on va sans doute arriver dans le top 4, voilà, sans catastrophe, on va le faire. Voilà. Mais voilà, c'est dommage parce que ce que les supporters, c'est pas ce qu'ils demandent. Et nous, on est supporters, on veut voir le club gagner, mais malheureusement, on rentre, on voit qu'on n'est pas en connivence avec Et ces gens-là se fichent des avec ces supporters, gens-là. ils n'en ont Eh rien oui. à faire, on le sait bien. C'est un peu comme les dirigeants de certains pays que je nommerai pas. Le peuple, il s'en fout, pas de référendum, rien. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faudrait des socios, il faudrait que ça fonctionne comme au Real ou au Barça et que les supporters aient réellement leur mot à dire. Et là, peut-être qu'on changerait même de dirigeant d'ailleurs, parce qu'effectivement, Cardinale, ça fait un an qu'on sait qu'il va pas nous faire rêver. Hein. Déjà, quand il a commencé par virer Maldini et Tonali, et je ne parle pas des déboires de Tonali, il faudra une émission entière pour ça. Il a forcément déplu à beaucoup de gens, mais enfin son but n'est pas de plaire, il n'est pas en quête de popularité, il veut juste faire de l'argent, ce qui est rare dans le football d'ailleurs, mais enfin il cherche à faire de l'argent, et pour faire de l'argent dans le football, on sait comment ça marche, il faut fabriquer des jeunes et les revendre. Voilà, donc c'est pas avec ça que tu vas gagner des Ligues des Champions, c'est sûr. Oui, et d'ailleurs, moi, j'en profite ici pour pointer du doigt aussi sur certains supporters, notamment à la Courva Sud, parce que lorsque Maldini s'est fait virer dans l'indifférence générale, il n'y a rien eu. Et Mais non, ça, il pour l'aime moi, pas, il l'aime moi j'ai trouvé pas. ça honteux. Oui, Tu te je sais, rappelles mais pour moi, 2009, c'est honteux. le match contre la Bien Roma? sûr, Je veux dire, ils Bien peuvent ouais, pas sûr, le blairer depuis la finale d'Istanbul, il s'est passé un truc à l'aéroport, je sais même plus quoi, et depuis c'est la guerre. Bon, enfin c'est toujours, c'est 20 connards, hein, on va pas se mentir, mais il y a un souci entre Maldini et ces gens-là, mais ces gens-là ne reflètent pas non plus les gens qui vont au stade. oui, oui, je suis d'accord, mais je veux dire, enfin, le point de no-retour pour moi qui marquait vraiment la séparation entre ce que veut une personne qui aime vraiment le club, c'est-à-dire gagner, s'inscrire sur le long terme, voilà, sur le plan national, sur le plan international, et une personne à qui ça n'intéresse pas, qui veut juste faire son petit business tranquille dans son coin. Et à ce moment-là, quand il fallait pointer du doigt ce fait-là, eh ben, il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour le faire. Et je trouve ça dommage qu'il se réveille que maintenant. Ah bah maintenant, bien sûr, vous vous rendez compte que Cardinale, c'est pas cette personne-là, c'est pas le nouveau Berlusconi. Et il fallait peut-être le voir avant, quand la majorité des supporters le voyaient. Mais malheureusement, on sait que la Courba Sud a bien plus de poids que les autres. Et c'est dommage, enfin, pour moi, c'est honteux qu'il ne voit que maintenant.
Eh bien, voyons si ce bilan, enfin, voilà, ces perspectives très négatives sont partagées par Aristide. Aristide, éclaire-nous, enthousiasme-nous, fais-nous rêver. Comment vois-tu le Milan 2024-2025? Je vais commencer, si tu le permets, MJ, par un hommage à, pareil, à Oui, bien Pioli. sûr, évidemment. Puis je sais que tu y tiens en plus. Ouais, j'y tiens parce que, alors j'y tiens parce qu'effectivement, moi, je trouve que c'est peut-être l'année de trop. Je suis pas sûr qu'on soit gagnant au change, que ce soit contre Sessao, Lopetegui ou que sais-je. Parce que j'ai pas vu d'entraîneur de renom circuler dans les rumeurs. Et puis des bien meilleurs que de Pioli, je suis pas sûr qu'il y en a une vingtaine non plus de disponibles, ça c'est sûr. Et voilà, faut pas oublier que ce gars-là, quand il reprend les rênes, on est quand même au fond du trou. Alors effectivement, il a été aidé par Ibra. C'est aussi lui qui l'a appelé. Hein. Faut pas se raconter d'histoire. C'est aussi lui qui a entraîné l'équipe. Et voilà, l'année du titre, elle est quand même incroyable, sachant qu'on a même l'année du titre. Faut se rappeler qu'on a jamais eu le meilleur effectif d'Italie. L'Inter pour moi, a eu un meilleur effectif, même l'année du titre. Faut pas se raconter d'histoire. C'était bien Toujours plus avec complet que 5 nous, Italiens titulaires, bien rappelons-le. sûr. Mais bien sûr, et déjà, il y a 2 3 ans, ils avaient déjà des plus d'Italiens que nous, et surtout, ils étaient déjà meilleurs que nous sur tous les compartiments, que ce soit en termes de titulaires et en termes de remplaçants. Et ils sont allés en Donc, finale de Ligue des Champions perdue de justesse oui, avec 5 Italiens titulaires. complètement, ce qu'on a pas du tout réussi à faire, mais oui, complètement. Mais voilà, Pioli, voilà, faut pas prendre le titre comme une année normale, faut prendre comme une année où on devait consolider des choses. Et après, voilà. Alors après, il y a eu des erreurs de Pioli. Hein, je parlais qu'il a joué à l'apprenti sorcier sur quelques matchs. L'abandon du 4-3-3 au bout de 3-4 matchs, alors qu'on a recruté Loftus-Cheek pour jouer dans un 4-3 et qu'on a bazardé Diaz pour jouer justement pour arrêter de jouer avec un 10. Finalement, on repart sur ce système. Il y a clairement du dératé. Mais voilà, je trouve qu'il a quand même fait de très bonnes choses et je trouve qu'il a été injustement, et il l'est toujours d'ailleurs, saccagé par beaucoup de supporters qui croient qu'en fait, Pioli en partant, on va retrouver n'importe quel entraîneur, que ce soit, voilà, ça va être Fonseca ou je ne sais qui, et qui croient que on va super bien jouer au foot, qu'on va être, on va forcément gagner des titres, ou du moins se battre pour la victoire. Honnêtement, j'y crois pas une seconde. Je pense que ça va dépendre de beaucoup de choses et j'y viendrai juste après. Et un deuxième hommage à Giroud qui part aussi au Los Angeles Galaxy, qui a été génial, exemplaire, aussi bien sur le terrain en termes de stats qu'en termes d'impression laissée sur le terrain, qu'en termes de motivation pour un joueur qui a 37 ans, ou qui vient d'avoir 38 même. Je l'ai trouvé extraordinaire. Ibra avait fait quelque chose d'extraordinaire et Giroud, à son âge, à 38-40 ans, et Giroud a répété cette chose. Faut pas banaliser cet exploit de redresser un club comme ça et de porter l'attaque presque à lui seul, hein, parce que Léao, il y a encore 2 3 ans, était quand même pas tout à fait parfait. Il l'est toujours pas d'ailleurs. Et on n'avait pas d'aile droite. Hein, on était avec Messias et Selmakers. Donc voilà, je trouve que l'homme est génial. Moi, j'étais le premier avis de son arrivée au Milan parce que j'ai toujours suivi le joueur, que ce soit à Montpellier, Chelsea, Arsenal, etc. J'ai toujours adoré en équipe de France. Hein, on parle quand même du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. C'est pas rien quand on connaît le vivier des attaquants de l'équipe de France. Donc non, très content, mais pas surpris parce que c'est un excellent joueur en plus d'être un excellent gars. Et Et Giroud qui a eu enfin, l'honneur d'être enlacé par Nico le jour du titre. Hein, Nico ah qui oui, ce c'est jour-là vrai, a montré qu'il avait vraiment un cœur, c'est dire. Donc c'est vraiment, vrai. ah oui, oui, donc oui, Giroud évidemment qui a fait Ah l'unanimité oui. partout où il est passé et qui est un type formidable que tout le monde aura apprécié. Je m'associe à ton hommage. Et du coup, pour Cardinal, alors moi, bon, pas de surprise, pareil, rien de neuf sous le soleil. Hein. Les gens sont surpris de ce qui se passe actuellement. Cardinal, il veut pas investir, machin. Bah oui, bah, enfin, je veux dire, moi, je répétais à l'émission de fin de saison l'année dernière et de mi-saison cette année que lorsqu'il a viré Maldini et Massara, déjà, on partait sur des bases qui étaient très mauvaises et on savait. J'avais parlé de Maldini sur le fait que on savait pas ce qui se passait en coulisses d'un club, mais on savait que ce gars-là avait toujours comme priorité de défendre le Milan. Et il s'est mis contre Cardinal et ça n'a pas marché. Et voilà, la suite est logique. Donc, ce qui va se passer, c'est que tant que l'achat du terrain n'est pas fait, il y aura, voilà, l'achat du terrain va se faire dans quelques années. Et le but de Cardinal, c'est de vendre le club quand il sera au max de sa valeur. Donc, après l'achat du terrain. Et en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter, on va avoir des mercatos tout à fait, les mercatos low cost, hein, un peu comme à la Gallieni à la fin de son mandat avec Berlusconi quand il n'y avait plus trop d'argent. C'est-à-dire que lorsqu'on achètera un joueur, c'est parce qu'on aura financé
il sera financé par la vente d'un gros joueur. Exemple, Tonali l'année dernière. Ça peut être Théo, Léao cette année, on n'en sait rien. Mais on sait très bien qu'il n'y aura pas de gros achats sans vente. Donc, en attendant, on achète des jeunes. Excusez-moi. On espère qu'ils arrivent à éclore et puis on va les revendre au plus offrant. Et voilà, comme on a fait avec Tonali, qu'on a acheté pas cher, qui a été génial et qu'on a vendu dès qu'il a commencé à monter en puissance. Donc on va devenir ce que fait un Monaco, un Porto. Voilà, bon, ça c'est acté depuis l'année dernière. Il y a quelques, je vais même pas parler j'avoue que j'ai même pas envie de parler des rumeurs de transfert, que ce soit Zirkzee en attaque à 40 millions, que sais-je, parce que ça reste que des rumeurs. Et puis oui, et puis nous enregistrons cette émission assez tôt. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, la dernière journée, c'était il y a quelques jours, donc il est évident qu'on n'a pas énormément d'informations fiables à ce stade de la saison, enfin à ce stade de l'année. C'est ça, et puis je terminerai sur ce dernier point par dire, ok, il y a des recrues internationales qui ont super bien marché cette année, notamment Pulisic, etc. J'aimerais bien avoir des recrues italiennes, il y a quand même quelques Italiens qui ont percé en Serie A cette année, je pense notamment à quelques joueurs, effectivement, l'Inter t'en parlait, Di Marco, alors Barbarella est déjà inatteignable, mais Bastoni est excellent, etc. Mais il y a aussi beaucoup de joueurs côté Juve qui sont loin d'être mauvais et qui ont réussi. Je pense à Cambiaso qui a été très bon notamment. Voilà, il y a quand même de très bons joueurs italiens. Il y a Rovella qui a été bon à la Lazio aussi. J'aimerais bien qu'on recrute des Italiens, des jeunes. On a vu effectivement aux différents euros, aux compétitions de jeunes, qu'il y en avait des très bons. Ah bah oui. Cassedei, je crois, de mémoire. Mais bon, voilà, c'est le plus important. Le plus important, ce sont les résultats des équipes de jeunes. Le reste, c'est du blabla. Je rappellerai jamais assez les U20 vice-champions du monde et les U19 champions d'Europe en titre. Voilà. Hein, et qu'adviendra-t-il de ces joueurs-là? Pas grand-chose. Sur mon blog, j'ai encore rappelé, j'ai pondu un article il y a quelques jours en rappelant que les U17 qui avaient été vice-champions d'Europe en 2018 et 2019, on n'en a rien fait de ces joueurs-là, mais rien du tout. D'accord? Eh ben, j'ai peur qu'il arrive exactement la même chose avec les U20 et les U19 de l'année dernière, qui ont brillé sur le terrain et qu'on snob, mais alors, c'est totalement scandaleux ce que les dirigeants de club font à notre football. Enfin, on commence à être habitué. On va peut-être passer au mot de la fin et vous pourrez vous épancher sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur, en commençant par Feli. Mot de la fin, je vais juste réagir peut-être sur Fonseca, rajouter quelque chose. D'abord, par rapport à ce que tu viens de dire, Fonseca, c'est quand même un entraîneur qui fait justement beaucoup confiance aux jeunes. Notamment cette saison, il a permis l'éclosion de Lenny Yoro, qui est un jeune de 18 ans, un jeune défenseur central, et qui s'est installé comme titulaire. Ah oui, des jeunes portugais, français, ukrainiens, etc. Il n'y a aucun souci, il fera confiance, oui, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le divier italien, moi. Parce que des jeunes, on en a vu passer depuis quelques années, mais enfin, la nationalité correspondait pas vraiment aux joueurs sélectionnables par Spalletti. Après, MJ, concrètement, on a un directeur sportif français. On va avoir un entraîneur portugais. Le propriétaire est américain. Le conseiller spécial est suédois. Mais oui, c'est un aboutissement, bien sûr, ce que j'annonçais quand Berlusconi a vendu aux Chinois. On me disait, mais non, tu rêves comme d'habitude, on me disait, tu affabules, etc., tu bois du noir. Et ben ça s'est produit, je le savais, voilà, et c'est pour ça que je clame à tue-tête qu'il faut des quotas, qu'il faut revenir à la régulation, qu'il faut revenir à la coercition, parce qu'il faut rien attendre de ces dirigeants, je suis 100% d'accord avec toi, mais j'observe que le champion d'Italie en titre, et vice-champion d'Europe en titre d'ailleurs, eh bien, titularise 5 Italiens, donc comme quoi c'est possible. Ça peut fonctionner. Avec un directeur sportif italien et un entraîneur italien. Absolument, pour une équipe qui traditionnellement ne faisait pas jouer des Italiens, en tout cas c'était pas dans sa culture depuis l'arrêt Bosman, et qui a finalement changé d'avis depuis quelques années pour le meilleur, pour l'instant. Mais enfin on laisse parler Feli bien sûr. Il n'y a pas forcément énormément de choses à rajouter pour le mot de la fin, voilà j'espère, parce que c'est vrai que l'émission est assez pessimiste dans son ensemble, donc j'essaye de trouver 2-3 bribes d'optimisme pour la saison prochaine, pour ceux qui suivent encore assidûment ce club. On est quand même loin des années 2010 en termes de niveau affiché. On joue quand même la Ligue des Champions. Donc voilà, il faut quand même aussi voir les aspects positifs pour essayer de redonner envie ou de perpétrer cette flamme à certains auditeurs qui nous écoutent, de continuer à regarder ce club. Voilà. J'essaye aussi de me rassurer aussi parce que ça fait quand même plusieurs saisons qui ne sont pas simples toujours à regarder, surtout quand on a connu un titre qui a été assez inespéré. On a eu quand même pas mal d'émotions positives ces dernières saisons. Je pense à la demi-finale la saison dernière, je pense au titre, bien sûr. Donc j'ai envie de croire toujours à ça, j'ai envie voilà, pour ce club que j'aime et que
dont lequel je suis attaché et presque de façon voilà, passionnelle et j'arrive pas à me détacher de ça. Donc forcément, on essaye toujours de voir des choses positives. Et donc je termine sur ça, j'espère moi franchement que Fonseca ça va marcher. De toute façon, j'ai envie de dire, il peut que nous surprendre. Il faut se rappeler aussi de Pioli quand il est arrivé. Lui aussi, hein, les supporters, il les avait à dos au début. Et il a réussi à retourner la balance. Et j'espère que Fonseca, malgré tout, malgré ce contexte pas simple, malgré le fait qu'il soit étranger, qu'il n'a jamais réussi à gagner autre part qu'au Shakhtar, qu'il va gagner les titres, qu'il va prôner le beau jeu et que ce sera la bonne surprise de la saison prochaine. Avant de donner la parole à Aristide, je tenais quand même à rappeler que Cutrone revient en Serie A avec Com. Ah oui. Roland d'ailleurs était au match hein, lors de la montée. Peut-être qu'il pourra marquer des buts à San Siro l'année prochaine, pas sous le maillot milaniste, mais enfin, hein, Milan rencontrera Com, donc tout est possible. Et c'est vrai, je crois en plus qu'il a réalisé une très très bonne saison, m'a dit Roland. Aristide, quel est ton mot de la fin? Le mot de la fin, alors j'en ai pas, mais je rebondirai pareil sur ce qu'a dit Feli. Attention, parce que je trouve que le fossé est quand même très très près entre justement le titre, enfin ce qu'on a vécu la ces dernières années, et les fameuses années 2010 de catastrophe, là, entre 2013, 2010 et 2016, je dirais, 2017, où on jouait pas avec des champions. Faut se rappeler que l'année dernière, si la Juventus n'a pas ses problèmes administratifs, dirais-je, on la joue pas, c'est la Ligue des Champions, et après l'année du titre, on termine 5e. Donc je trouve que la marge est quand même assez réduite et le fossé est quand même bien plus près qu'on le pense. Donc si on continue ou disons parce qu'on est quand même sur une régression, faut se le dire, depuis 2 ans, hein, depuis l'année du titre, évidemment, les résultats le prouvent. Si on continue à mal travailler ou à changer de directeur sportif tous les ans ou que sais-je, j'ai peur qu'on soit très déçu dans les années à venir et que justement ces années 2010 qu'on pensait bien derrière nous nous reviennent vraiment au milieu du pleine face ou au milieu du visage. Donc attention. Bon bah messieurs c'est terminé, merci pour votre participation, pour votre clairvoyance et votre sagacité. Comme annoncé en introduction, nous nous retrouverons dans quelques jours pour présenter l'Euro de la Nationale et en espérant qu'il y ait... Et oui, en espérant qu'il y aura plus de 3 matchs évidemment. On rappelle que malgré les entraves des dirigeants de club, l'Italie fut miraculeusement sacrée championne d'Europe il y a 3 ans et devra donc défendre son titre. Nous reviendrons également en août pour présenter la prochaine saison milaniste. D'ici là, bonne fin de semaine à tous, à bientôt, salut! Ciao. Ciao.